Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc effectivement, on m'a demandé de traiter du cancer du rectum, mais jusqu'où peut-on aller dans la préservation de la fonction. Alors, tout d'abord, on va uniquement, en 10 minutes, un quart d'heure, parler uniquement de la fonction digestive, parce que dans la prise en charge du cancer du rectum, on peut également parler de la préservation de la fonction urogénitale, et là, aujourd'hui, on ne va pas en avoir le temps, donc ce sera uniquement la fonction digestive. Donc j'ai choisi, pour traiter de cette préservation de la fonction digestive, d'aborder ça selon deux axes. La première, c'est la préservation sphinctérienne, et puis la deuxième, c'est la préservation d'organes. Alors on va commencer par la préservation sphinctérienne, et il y a différentes règles à respecter. La première chose qui nous permet de pousser les indications de la préservation digestive, c'est l'évolution de la marge distale. Cette évolution, vous voyez, de façon historique, elle était de 5 cm, cette marge distale. Et puis, progressivement, début des années 80, elle est passée à 2 cm. Et puis, sur les dernières publications, 2005, et maintenant presque 15 ans, eh bien, on est passé à 1 cm. Je parle bien entendu de la marge pariétale et pas de la marge mésorectale, pour pas qu'il y ait de confusion. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il y a la possibilité de la résection intersphinctérienne qui augmente encore cette marge distale et donc cette capacité de pousser la préservation de la fonction digestive. Et donc, vous voyez, on avait publié cette classification avec Eric Rullier il y a maintenant 6 ans. Et on a essayé de classer pour standardiser la prise en charge de ces tumeurs du bas rectum, de façon à pousser ces indications. Et vous voyez qu'on a classé vraiment sur le bas rectum des tumeurs qui sont dites supra-anales, à plus d'1 centimètre du bord supérieur du canal anal. Le bord supérieur du canal anal, ce qu'on appelle l'anal ring, c'est vraiment notre landmark, tout simplement parce qu'au toucher rectal, quand on fait notre toucher rectal en consultation, vous demandez au patient de contracter l'anus et vous l'avez, et puis à l'IRM, vous l'avez effectivement également, et donc c'est un landmark qui est très reproductible cliniquement et radiologiquement. Donc quand on est à plus de 1 cm, eh bien on fera une exérèse totale du mésorectum, une anastomose colo-anale sans résection intersphinctérienne. Quand on a cette marge distale qui est de moins d'1 centimètre par rapport au bord supérieur du canal anal, là, on sera bien entendu obligé de faire une résection intersphinctérienne partielle pour obtenir ce centimètre de marge distale avec anastomose colo-anale. Et puis, quand on a une lésion qui est intracanalaire, eh bien, on fera une résection intersphinctérienne totale avec anastomose colo-anale. Les indications pour nous d'amputation et donc de non-préservation de la fonction digestive, ce sera l'infiltration de l'espace intersphinctérien et a fortiori du sphincter externe ou du levator anal. Et donc, respecter cette classification, c'est se permettre de standardiser la prise en charge et d'avoir une prise en charge reproductible pour ces cancers du bas rectum. Au-delà de la standardisation et de l'évolution de la marge distale, il y a également l'intensification du traitement préopératoire. Vous voyez, c'était l'essai lyonnais, publié pareil il y a maintenant 15 ans, qui montrait qu'en augmentant les doses de radiothérapie localement, eh bien, on diminuait significativement le taux d'amputation abdominopérinéale. Il y a l'intensification de la radiothérapie, mais pas que. Il y a aujourd'hui tous ces essais en cours ou à venir qui vous montrent les différents protocoles de chimiothérapie qui sont testés dans le cancer du rectum de façon à augmenter le downsizing, le downstaging et éventuellement à pousser l'indication de préservation de la fonction digestive. Vous voyez, il y a le Capox, le Folfox, le Folfirinox et on a dedans 3 essais français où en France on est très en avance sur la trithérapie avec le Folfirinox, vous voyez, YR4 dont on a déjà les résultats, Prodige 23 dont on attend les résultats et YR16 qui va commencer, dont l'investigateur principal est Antoine Brouquet à la PHP. Juste pour vous montrer les quelques résultats de YR4, c'était des tumeurs localement avancées, soit des T3, soit des T4, avec des marges inférieures à 1 mm. Tous les patients avaient le Folfirinox, et en fonction de la réponse, on allait directement à la chirurgie, ou on faisait un CAP 50 ou un CAP 60. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les patients qui ont eu juste une chimiothérapie Folfirinox plus un CAP 50, eh bien vous voyez que chez ces patients-là, bons répondeurs, il y avait quasiment 60% de réponses complètes ou subcomplètes, alors qu'on partait de lésions très évoluées. Par comparaison, si vous prenez cet essai qui a évalué le Folfox avec la radiothérapie 450, la réponse complète ou subcomplète était moitié moindre. Donc le Folfirinox est probablement une drogue qui va évoluer et dont on se sert, nous, en pratique de plus en plus pour obtenir ce downsizing, ce downstaging, pour pousser l'indication de préservation sphinctérienne et éventuellement de préservation d'organes. On en reparlera après.
Donc, on a vu classification, standardisation de la chirurgie, intensification du traitement néoadjuvant, mais aussi réévaluation après traitement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre un cancer du rectum en charge avec une IRM initiale, faire le traitement et puis faire la chirurgie en accord avec l'IRM initiale. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait notre IRM initiale, on fait le traitement, radiochimiothérapie, voire chimiothérapie d'induction, radiochimiothérapie, mais derrière, on se doit de faire une IRM de réévaluation pour adapter notre chirurgie. Parce qu'on voit qu'une marge circonférentielle positive, eh bien, elle sera négative dans 60% des cas, et que la valeur prédictive négative, elle est de 94%. Ça veut dire que quand votre radiologue vous dit « c'est bon, la marge était positive initialement, là, elle est négative », dans 94% des cas, il aura raison. Donc c'est très important de faire cette IRM de réévaluation. Alors, on pousse, on a donné toutes les étapes potentielles pour pousser cette indication de préservation sphinctérienne. Malgré tout, il y a des morbidités de 30 à 50%, avec des fistules anastomotiques de 15 à 20%, des séquelles urogénitales et des séquelles digestives, c'est ce dont on parle, c'est un fractionnement des selles, des impériosités et une incontinence dans 20 à 30% des cas, et ça constitue le syndrome de résection antérieure. Donc bien évidemment, quand on propose ce type de prise en charge aux patients, il n'y a pas uniquement le néoadjuvant, il n'y a pas uniquement la chirurgie, mais il y a tout un programme de réhabilitation digestive, et ça c'est le programme que l'on a mis en place à Bordeaux, qui est en évaluation, mais avec ce programme-là, on a 80% de bons résultats à 6 mois, et les bons résultats, c'est un index NER inférieur à 4, ou l'absence de Lars. Donc, pour synthétiser sur la partie préservation sphinctérienne, quelle démarche pour pousser cette préservation? C'est la standardisation de la chirurgie, l'intensification du traitement, la réévaluation après traitement, et enfin, un vrai programme de réhabilitation digestive pour ne pas laisser les patients dans leur misère si jamais ils y sont. Le deuxième point, c'est la préservation d'organes. Alors, la préservation d'organes, j'ai choisi de la traiter, pareil, en 2 sous-parties. La première, c'est après exercice endoscopique, parce que notre collègue en a parlé juste avant, on reçoit de temps en temps des patients qui ont été réséqués, et puis on va le voir, qui sont PT1, SN3 ou SN2 avec des critères de mauvais pronostic. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis enfin, il y a la deuxième situation, où là, ce sont les adénocarcinomes localement évolués qu'on reçoit en premier avis, et on va voir jusqu'où on peut aller pour cette préservation d'organes. Alors, on va commencer par la préservation endoscopique. Cette slide, vous la connaissez tous, tout simplement parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Et donc, depuis plus de 20 ans, on dit, les patients PT1 et SN3, eh bien, il y a plus de 20% de risque d'envahissement ganglionnaire, et donc, le standard, c'est de leur proposer une résection rectale complémentaire. Alors, il n'y a pas que le SN3, il y a bien sûr les tumeurs peu différenciées, les emboles vasculaires et lymphatiques, et puis les résections R1. L'évolution, il y a une évolution de l'évidence-based en ce moment, avec une remise même en question du risque lié à l'infiltration en profondeur, et une émergence de plus en plus importante des critères tels que l'embole vasculaire ou lymphatique. Et vous voyez que il y a quelques papiers qui commencent à sortir, c'est une phase 2, qui montre que sur des patients T2 ou T1 de mauvais pronostic, eh bien, effectuer une radiochimiothérapie à la place de la résection complémentaire nous permet d'obtenir une survie sans récidive à 5 ans de 94%. Et on a une méta-analyse qui est sortie, qui a repris 12 études de cohorte, 2 études comparatives, avec plus de 405 patients, sans études randomisées. Que nous dit cette méta-analyse? Elle nous dit, en ce qui concerne le taux de récidive locale, c'est que quand vous avez fait une exérèse locale suivie d'une radiochimiothérapie, vous avez 10% de récidive locale versus 6% en cas de chirurgie complémentaire, de TME complémentaire. Qu'est-ce que cette étude nous dit en termes de récidive à distance? Exactement pareil, 9% dans les 2 groupes. Ça veut dire qu'on expose le patient éventuellement à une exérèse rectale complémentaire uniquement pour un gain de 4% de récidive locale, et probablement parce qu'on l'a mal stagé initialement. Donc les Hollandais ont lancé cette étude, c'est une étude qui s'appelle TESAR, et qui compare, c'est une étude randomisée, les T1 de mauvais pronostic et les T2, réséqués par voie endoscopique ou par chirurgie localement, et donc ils comparent radiochimiothérapie versus TME complémentaire, et on vient d'ouvrir 10 centres, on est en cours d'ouverture de 10 centres en France, et nous sommes à Bordeaux les investigateurs coordinateurs de cet essai au niveau national. Je vais maintenant parler des adénocarcinomes localement évolués.
Donc là, il y a deux stratégies dans les adénocarcinomes localement évoluées. Soit vous prenez tous les cancers du rectum, c'est la stratégie hollandaise, c'est la stratégie brésilienne, et vous leur donnez le traitement, radiochimiothérapie ou chimiothérapie, radiochimiothérapie, et vous voyez ceux qui répondent bien. Et puis, il y a la stratégie plutôt française, qui consiste à dire on va sélectionner uniquement les cancers à bas risque, et à eux seulement, on va proposer une préservation d'organes s'ils répondent bien. Les autres, eh bien, on adaptera la chirurgie en fonction de la réponse, mais ce sera soit une chirurgie dans les plans de la TME, soit une préservation sphinctérienne, mais on ne va pas proposer la préservation d'organes à tous les patients. Et donc il y a deux études randomisées, une de phase 2, une de phase 3. La phase 2, c'est l'étude américaine à Glozog, où vous voyez que uniquement sur des patients T2, eh bien, la survie sans récidive à 3 ans est de 88%, chez les patients ayant une radiochimiothérapie et une exérèse locale. Il va être important de noter qu'entre la phase 2 américaine et la phase 3 française, de l'écart 2, les critères sont les mêmes. Ce sont soit des T2, soit des petits T3 de moins de 4 cm. Ça revient à ce que je vous disais initialement. On ne propose pas la stratégie de préservation d'organes à tous les patients, mais uniquement sur des patients sélectionnés. Et vous voyez ici, sur ces 3 flèches, il y a effectivement la sélection initiale des patients. Il y a ensuite une nouvelle sélection, ce sont uniquement les patients qui vont bien répondre. Et puis ensuite, on fait l'exérèse locale, et là encore, on resélectionne les patients en fonction de l'histologie. Donc on a un triple niveau de sélection, de façon à sécuriser au maximum cette stratégie de préservation d'organes. Et vous voyez qu'en suivant cette stratégie sur des petits cancers, on a 60% de patients avec réponse complète ou subcomplète, et que chez ces patients-là, eh bien, aucun n'avait d'envahissement lymphatique au niveau du mésorectum, et c'est la seule étude qui permet de le dire, puisque c'est la seule étude chez qui on a fait une exérèse totale du mésorectum chez des bons répondeurs. Alors, vous voyez que la survie sans récidive ou la survie globale à 3 ans, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, ce qui signe que c'est tout à fait sécuritaire de proposer cette stratégie à ces patients. En revanche, on est très étonné de voir que l'objectif principal, qui était un critère composite, eh bien, on n'a pas de différence. C'est-à-dire que les patients à qui on a fait une préservation d'organes, une exérèse locale ou une TME, il n'y a pas de différence, alors qu'on s'attendait à avoir, bien entendu, une différence significative en faveur de l'exérèse locale. Alors pourquoi il n'y a pas de différence? Eh bien, tout simplement parce qu'on l'a fait en intention de traiter, et que si vous prenez les patients qui ont eu une exérèse locale et qui ont nécessité une TME complémentaire derrière, eh bien, ce sont eux qui péjorent le résultat, puisque pour eux, là, il y a une morbidité majeure, et il y a des séquelles à long terme qui sont majeures. Donc ce qu'il faut, c'est améliorer cette stratégie pour éviter la TME complémentaire. Parce que dans le même temps, vous voyez que si on compare la TME complémentaire ou la TME de salvage, ça veut dire qu'on fait du watch and wait, et puis on va faire la TME uniquement en cas de repousse tumorale, c'est-à-dire à distance. Et bien vous voyez qu'il y a plus de 50% de différence de taux d'amputation abdominale, et puis il y a également dans ce groupe des exempérations pelviennes que l'on n'avait pas dans le l'écart 2. Et donc le salvage, c'est-à-dire watch and wait, et on attend, pour tous les patients, la stratégie hollandaise, la stratégie brésilienne, ça nous expose à des patients qui, au lieu d'avoir une petite chirurgie, vont avoir une chirurgie majeure à distance. Et ça, c'est important à prendre en compte. Alors, comment est-ce qu'on peut diminuer ce taux de TME complémentaire? C'est soit faire du watch and wait, soit stager, se donner un peu plus de temps pour réévaluer, soit augmenter le traitement des mois adjuvants, soit changer les critères de chirurgie complémentaire. Le watch and wait, ça nécessite d'avoir une évaluation de la lésion. Cette évaluation, elle est à la fois clinique, endoscopique, radiologique et fonctionnelle. Malheureusement, c'est très difficile, on n'a pas de safety entre la réponse complète et la réponse subcomplète. On n'arrive pas à avoir du 100%, et c'est pour ça qu'on continue à proposer les tumorectomies, pour notre part. Ensuite, est-ce que le fait de différer la réévaluation impacte le résultat? En fait, non. Cette étude hollandaise montre que même si vous différez la réévaluation, vous voyez le groupe Watch and Wait 2, eh bien, au final, vous avez la même survie, donc ça n'impacte pas. Donc un patient qui est en réponse, que vous considérez en réponse subcomplète, si vous le réévaluez un peu plus tard, de 8 semaines, vous le réévaluez à 16 semaines, eh bien, ça n'impacte pas le résultat. Malgré tout, tout le monde n'est pas gagnant, parce que vous voyez que l'évaluation, si vous évaluez à 9 semaines versus 14 semaines, effectivement, vous avez un taux de réponse complète ou subcomplète qui augmente,
Mais vous avez aussi une augmentation, quasiment x3, des patients qui sont en TRG5, c'est-à-dire absence complète de réponse. C'est-à-dire que dans cette stratégie, il y a aussi les grands perdants, et les grands perdants, ce sont eux, et c'est à eux qu'il faut faire attention. Donc la stratégie Grécard 12, qui est en cours, c'est justement, de modifier les critères de traitement néoadjuvant. On intensifie le traitement néoadjuvant. C'est-à-dire pour cette petite tumeur, on va faire du FOLFIRINOX en plus de la radiochimiothérapie, on compare à la radiochimiothérapie. Et là, on espère passer de 60% de réponse complète ou subcomplète à 80%. Et puis, on change également les indications d'exérèse complémentaire, puisque les patients qui sont YPT2, s'ils étaient N0 initialement sur l'IRM, eh bien on va les surveiller, on ne va pas leur faire de TME complémentaire. Donc vous voyez qu'en jouant à la fois sur l'augmentation du traitement néoadjuvant et le changement des critères de TME, on va essayer de diminuer la TME complémentaire et la surmorbidité qu'elle engendre. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Ça c'est le profil de réponse, la réponse complète et le downstaging. J'ai bientôt fini, j'accélère un petit peu. Vous voyez que c'est très différent de parler de réponse des patients qui vont avoir une réponse complète, encore une fois, c'est les gagnants. Et puis dans le downstaging, après ces 7 à 8 semaines, il y en a qui vont repousser. Et donc nous, aujourd'hui, notre stratégie de préservation d'organes, c'est on évalue à 8 semaines. Et puis soit on a un patient qui a une réponse complète, YMR TRG1, on fait du watch and wait. Soit il n'a pas de réponse, YMR TRG4 ou 5 TME. Pardon. Soit il a une réponse intermédiaire, TRG2 ou 3, et là on refait l'évaluation, et éventuellement on proposera une exérèse locale. Si à cette nouvelle évaluation, eh bien, on n'a pas de réponse complète. Juste pour terminer, pour vous montrer l'évolution dans un centre expert de prise en charge des cancers du rectum. Ça, c'est uniquement l'évolution du nombre de cancers du rectum, et aujourd'hui on est sur une base de 600 sur 2019. Vous voyez qu'on fait de moins en moins, si on regarde au global, de TME. Vous voyez, la période 2015-2018, c'est 26% de préservation d'organes. Mais si on regarde uniquement les cancers du bas rectum, jusqu'en 2018, 2015-2018, on est quasiment à 40%, et sur les 6 premiers de 2019, on est à 50%. C'est-à-dire qu'un patient sur deux qui vient nous voir avec un cancer du bas rectum, on ne l'opérera pas. Donc, en conclusion, jusqu'où peut-on aller? La conservation d'organes pour les cancers du bas rectum, aujourd'hui, s'ils sont bien stagés, s'ils sont bien suivis, s'ils sont bien pris en charge, si on augmente le traitement néoadjuvant, eh bien, c'est 50% des cancers du bas rectum qui devraient ne plus être opérés. Ensuite, la conservation sphinctérienne, chez nous, c'est 90%. Quelles sont les règles à respecter? La première, c'est la sélection des patients et leur suivi. Ensuite, c'est l'individualisation de la prise en charge. Vous avez vu, chaque patient et chaque tumeur doit être bien stagé et on adapte le traitement. C'est la standardisation de la chirurgie pour qu'elle soit reproductible et c'est l'accompagnement post-thérapeutique pour ne pas laisser les patients, à la fois quand ils sont en watch and wait ou quand on les a opérés, pour ne pas les laisser dans leur misère avec un résultat fonctionnel qui peut des fois être un peu compliqué. Je vous remercie.